Retrouvez le journal communautaire, présenté par Patrick Zic. Bienvenue à vous dans ce journal communautaire. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 mars. La paracha c'est Tzav et Shabbat entre à 19h45 et sort à 20h48. J'ai le plaisir de recevoir dans ce journal communautaire le rabbin de la synagogue Breteuil. Il s'appelle Yohan Saba et il va répondre à toutes nos questions sur comment préparer, comment organiser Pessah et puis nous parler également de cette fabuleuse fête de Pessah. Rav Saba, bonjour, comment ça va? Un très grand bonjour à toi Patrick et ainsi qu'à toutes les auditrices, tous les auditeurs. Je suis très heureux de me retrouver déjà avec vous à chaque fois, souvent à l'approche des fêtes. Bienvenue, à l'approche des fêtes, donc ça va. Si baisser un tout petit peu le potard, voilà, un tout petit peu comme ça, c'est top. Vas-y, tu peux baisser, voilà, c'est très bien. Non, c'est gratifiant de savoir que lorsqu'il y a des fêtes, il y a des moments festifs, on pense à soi, on pense à notre nom, donc voilà, c'est assez sympathique. Alors, c'est assez positif. Ces fêtes de Pessah pour tous ces Marseillais, ça se prépare, hein, c'est quand même une fête avec une organisation draconienne, stricte quand même. On pousse les meubles. On lave. Moi, je sais que ma belle-mère, elle lave les murs, tu vois. Donc, elle lave les plafonds. Enfin, elle lave tout dans la maison. Elle déplace tout. Et c'est minimum 2 semaines de nettoyage intense. Ah oui, non, c'est vrai que ça demande énormément de préparation. Alors, c'est vrai qu'il y a la préparation, on va dire, stricte de ce qui est nécessaire. Et il faut savoir que dans les sources même très anciennes, dans le Talmud de Jérusalem, il est mentionné là-bas, il y a une mise en garde. Attention de ne pas te moquer des juifs, même si tu les vois gratter les murs, sache que ils le font. Non mais c'est vrai, c'est l'image. C'est bizarre. Ah oui, on dit a priori on mange pas là-bas, mais ça provient d'un vrai sentiment de nécessité de faire que les choses soient vraiment parfaites. Ça veut dire ça vient de ce zèle. Ce zèle, il provient d'un sentiment vraiment très profond, parce que on peut se préparer autant qu'on veut. On peut se préparer absolument de la manière autant qu'on le veut, puisque même en Égypte, au moment de la sortie d'Égypte, on nous a prévenu depuis Rosh Chodesh. Avions lu, lorsque nous avons lu il y a quelques semaines de cela, Parashat à Chodesh, il y a 2 semaines de cela, déjà à Rosh Chodesh, on nous a prévenu de ce qui allait se passer. Préparer l'agneau, préparer les matzot, préparer le maror, l'interdiction du... Tout, on a été prévenu de tout. On a acheté donc l'agneau ou le mouton, on l'a préparé, bref, on se préparait. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au moment de la sortie d'Égypte, personne n'était prêt. Puisqu'on est parti à la hâte et sans avoir aucun moyen de... Rav, ça va 2 secondes. Sacha, est-ce que tu peux me baisser complètement la musique, le potard? Voilà, c'est mieux comme ça, parce qu'il y a la petite musique de fond, je suis désolé. Alors, non seulement j'évoque la joie, la fête, et en plus, je parle avec un fond musical, mais c'est vraiment, c'est la perfection absolue. Voilà, je suis... ce que je voulais te dire, c'est que autant on se prépare, autant on n'est jamais prêt. Oui. Et ça, c'est le côté vraiment spectaculaire de Pessah. C'est que on ne fait que se préparer, mais à la fin, ce que nous allons vivre dépasse de très loin tout ce que nous avons préparé. C'est exactement à l'image de ce qui s'est passé en Égypte. On s'est préparé à tout, on a été prévenu de tout, et lorsque ça nous tombe dessus, ça nous tombe comme si c'était dans la plus grande surprise. On voit qu'en fait, c'est bien au-delà de nos espérances et de ce qu'on s'était imaginé. J'imagine bien que moi, je sais que chaque soir de ce Seder de Pessah, je prends plaisir d'être avec les enfants et de leur raconter cette histoire, cette belle histoire qui est à l'intérieur de cette Haggadah. Et c'est toujours les yeux comme ça, émerveillés, remplis d'étoiles. Mais pourquoi est-ce que chaque Pessah, avec les mêmes enfants, l'histoire est différente? Parce que nous ne racontons jamais d'histoire. Nous venons pour répondre, répondre à des questions. Et les questions, elles sont à chaque fois différentes, donc le récit sera différent. C'est-à-dire que nous sommes dépendants, c'est pas pour rien que dans le Talmud, la Haggadah commence avec Manishtana. Vous savez que Manishtana, les 4 questions de l'enfant. Alors quelle est la signification de Manishtana? En quoi est différente cette nuit par rapport aux autres nuits? Et en fait, le début de la Haggadah, on le sait très bien, après avoir fait à l'Armania des choses dans lesquelles il y a quelques usages, faire tourner les plateaux, etc.,
Et il y a ces fameuses 4 questions de l'enfant. Pour nous dire qu'en fait, le récit, ça ne doit pas être un récit qui va être il était une fois et on commence à déballer son histoire. Il doit d'abord y avoir des questions. C'est-à-dire qu'on va devoir adapter ce que nous allons raconter à l'intérêt que nous avons réussi à susciter chez l'enfant. Et donc ces questionnements, ils changent d'année en année. Ces centres d'intérêt, sa vision, elle évolue d'année en année. On ne peut pas vivre 2 fois le même CEDER parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes questions, pour peu que les questions soient spontanées. Alors il y a des traditions qui sont chez les Ashkénazes, chez les séfarades. Moi je sais que mon beau-père, lui, chaque fois qu'on lit la Haggadah, à un moment donné, il me dit je vais partir en voyage. Alors je sais pas si c'est chez les Tunisiens ou quoi, mais il me dit je pars en voyage et on lui donne tous nos vœux et il s'en va avec son petit sac comme ça, il revient 10 minutes plus tard et il dit voilà, j'ai été, j'ai vu, j'ai rencontré et je vais vous exaucer tous les vœux que vous souhaitez cette année. Ça comme d'autres, j'ai déjà entendu des choses qui s'y apparentent, mais ça comme tout le reste, on ne peut pas être, s'il n'y a pas une sorte de mise en scène, de rituel un petit peu qui revient, ce qui fait en fait le cadre dans lequel les enfants vont s'épanouir et vont être un petit peu plus spontanés. Il faut qu'il y ait aussi cet écho de répétition. C'est-à-dire que, comme tous les ans, papy fait ça ou autre chose. Il y a des choses qui reviennent, il y a des références qui résonnent parce qu'on a besoin de ça pour que ça aussi cette image elle reste indélébile et que ça soit une expérience répétée et aussi duplicable pour pouvoir la transmettre à nouveau. Même si à l'intérieur de ce cadre, il y a toujours un cadre. Dans la Torah, il y a toujours le cadre, la structure, et après on va te dire, à l'intérieur, il faut insuffler une vie. La prière, elle est la même tous les jours, 3 fois par jour, le même texte de la Hamida. Et pourtant, on te dit qu'il faut que ce soit dit avec le cœur, il faut qu'il y ait une intention. On met le contexte, il est bien établi, il est bien cadré. À l'intérieur, il faut y insuffler la vie, il faut y insuffler le renouveau. Alors, il y a plusieurs traditions, et j'aimerais évoquer également les traditions culinaires. On parle souvent de nourriture kitniot, shrouya. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors, ça remonte évidemment à très loin, plus pour les kitniot. Alors, les kitniot, c'est quoi ? C'est ça. Déjà, on sait que la Torah n'interdit que la consommation, la possession, le profit des 5 céréales qui peuvent devenir chametz, c'est-à-dire l'interdiction non pas de ces céréales tout court, lorsqu'elles ont fermenté. Les céréales sont le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre. Ces 5 céréales sont les céréales qui, au contact de l'eau, peuvent devenir chametz, donc l'élément interdit pendant le Pessah, à posséder, à fortiori à consommer. Mais c'est aussi les seules céréales avec lesquelles on peut faire de la matzah. La matzah, avec laquelle nous avons l'obligation d'accomplir, l'obligation de consommer la matzah, elle procède du fait qu'il y a marqué « Ushmartem et amatzot », vous surveillerez les matzot. C'est-à-dire, on est dans une zone de danger et on est dans un équilibre fragile qu'il faut surveiller pour ne pas que ça devienne chametz. Et c'est pour ça que très rapidement, on va pétrir, on va faire cuire de manière à ce que, avant 18 minutes, ce pain azim soit prêt. Parce qu'à ce moment-là, ça y est, on a stoppé le processus, il n'y aura pas fermentation. Parce que nous l'avons surveillé. C'est-à-dire que quelqu'un qui mangerait de la galette de pommes de terre garantit 100% non chametz, évidemment. Mais, désolé, c'est pas de la matzah. Vivre sans risque, vivre sans danger, c'est pas ça. Il faut avoir la matzah, avoir ce blé, avoir cette eau. Ce mariage peut amener à un chametz potentiel si je ne le surveille pas. Je reste en condition de laboratoire, je fais tout ce qu'il faut et ouf, elle est restée matzah. Là, vous me parlez des 5 céréales, mais moi je. Mais alors maintenant, riz. Maintenant, il n'y a que ça qui, encore une fois, la double facette, on ne peut faire de la matzah qu'avec ces 5 céréales, ne peuvent devenir chametz que ces 5 céréales. Ni le riz, ni d'autres légumineuses, ni les pois chiches, ni rien. Pourquoi le riz, par exemple, c'est interdit à Pessah et que les Tunisiens, eux, peuvent le manger ? Alors,
En fait, parce Ça que s'autorise quoi de le non, manger. non. En fait, il faut remettre les choses à l'endroit. Ok, Le riz est autorisé. d'accord. Il est autorisé. Je vais même vous dire quelque chose qu'on a étudié cette semaine, la semaine dernière, pardon, dans notre Beth Midrash le matin, puisque nous avons fait justement les passages dans le Talmud qui parle du Seder. Pour vous étonner, eh bien, le Rava, qui est un des maîtres les plus connus, reconnus du Talmud, cité une infinité de fois, un des plus populaires dans des sages qui sont dans le Talmud, dans son plateau du Seder, il n'avait ni le zroa, ni l'os, ni l'œuf. Il avait des épinards et du riz. D'accord. Bon, il était assez militant tunisien, il avait de la pkaïla et du riz à Pessah, c'est quand même assez... Mais pourquoi et la Gemara demande, pourquoi est-ce qu'on nous apprend ça? On aurait pu dire un autre légume, je sais pas moi, haricots verts et je sais pas moi, un autre du maïs. Et la Gemara, elle dit justement pour bien établir que le riz est autorisé à Pessah. D'accord. Qu'il n'y a pas de doute. Il faut bien comprendre que dans l'histoire, donc, et c'est d'un point de vue légal, halachique, l'autorisation du riz ainsi que de toutes les légumineuses, hormis les 5 céréales que nous avons citées précédemment, lorsqu'elles sont fermentées, parce que si elles n'étaient pas fermentées, bah, ce serait votre matzah. Nous ne mangeons que ça à Pessah, de la matzah, c'est-à-dire quelque chose qui a été... c'est ce que j'appelle vivre dangereusement. Voilà, il y avait un élément qui aurait pu devenir chametz si on a fait attention pour le maintenir comme il faut. Tout le reste est kachar les Pessah. Et shrouya chez les Chabad, Alors, c'est... shrouya, c'est encore une autre problématique, c'est le fait de mouiller sa matzah. Il y a une crainte pas seulement chez les Lubavitch, chez de nombreux chassidim, une crainte que peut-être qu'à l'intérieur d'une des bulles d'air qu'il y a dans la matzah, peut-être qu'il est resté de la farine qui n'est pas cuite, qui n'a pas eu le temps de cuire. D'accord. Parce qu'une farine qui a déjà cuit ne peut jamais devenir matzah, même si elle gonfle, même si tout ce que vous voulez. La farine déjà cuite ne peut plus fermenter. D'accord. Donc le risque, c'est que peut-être il y a à un endroit un petit résidu de farine encore crue qui, si on la mouille, pourrait devenir chametz. Certains disent d'ailleurs, c'est pas seulement les Lubavitch, que de nos jours, il faut savoir que certains sont plus précautionneux par rapport à ça. Pour une raison très simple, on fait les matzot, c'est plus mamie qui fait les matzot à la maison avec un petit bol et une petite quantité. Dans les usines, il y a beaucoup de farine qui vole dans l'air. Mettez un papier, vous allez voir au bout d'un moment, vous reprenez votre papier, il va y avoir de la farine dessus. Vu que dans l'air, il y a beaucoup de farine, il y a des risques que cette farine se redépose dans les matzot avant le conditionnement. Donc c'est pas complètement non plus farfelu de craindre qu'il y ait de la farine crue. Les conditions aujourd'hui font que peut-être qu'il y a même plus de risques aujourd'hui qu'à l'époque où les ancêtres des chassidim actuels avaient commencé déjà à mettre en place cette précaution. La majorité des communautés n'ont pas l'usage de cette précaution, mais voilà, elle a peut-être plus son sens aujourd'hui qu'à l'époque. Alors, Rav Saba, merci pour ces explications. Est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs comment se compose le plateau de Seder? Quels sont les ingrédients que l'on met à l'intérieur? Est-ce qu'on peut les remplacer si on n'a pas ces ingrédients-là? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur le plateau de Seder? Oui, mais j'ai un grand problème. Ah, c'est quoi le grand problème? Celui de ne pas avoir répondu à la question des kitniot. Ah, les kitniot. Je ne vais pas laisser une question sans réponse. Ah oui, exactement, les kitniot. On y va. Voilà, désolé, oui. Je veux pas le laisser comme ça. C'est important. Donc, les kitniot, il faut savoir que, alors ça dépend des communautés, on n'aura pas la même manière d'aborder les kitniot, donc les légumineuses. Les légumineuses, c'est très difficile en réalité à définir. En fait, le mot kitniot, il sera très difficile à définir parce que la terminologie légumineuse qui peut avoir un sens culinaire ou en sciences, etc., qui peut avoir une définition assez précise, ne va pas forcément être en accord, on va dire, avec le principe, le concept des kitniot pour Pessah. Au départ, le problème des kitniot procède d'une précaution. D'accord.
Cette précaution, elle vient à cause des problèmes de confusion, de confondre un grain par rapport à un autre. Lorsque vous avez du riz complet, par exemple, des fois c'est un petit peu difficile de le différencier d'un grain de céréales. Vous voyez, avec son enveloppe, il y a des confusions possibles. Il y a aussi les problèmes de conditionnement qui souvent faisaient que dans des sacs ou dans des jarres dans lesquels on mettait de la farine de blé, on mettait aussi à un autre moment d'autres farines ou d'autres légumes secs que l'on garde de cette manière, que l'on stocke de cette manière. Et ça a donné naissance à des usages, à des presque décrets chez les Ashkénazim. C'est-à-dire que dans le monde ashkénaze, c'est quelque chose qui a été pris de manière très forte. Ça a été quasiment comme une sorte de loi d'interdire les kitniot, donc toutes ces petites légumineuses. Alors ça va être évidemment les pois chiches, le riz, tout ce qui est en fait en grains, même les grains de moutarde. Les grains de moutarde, ça fait partie des kitniotes. Toutes ces choses-là qui sont des grains, évidemment pas des grains qui, enfin tout ce qui vient de l'arbre normalement n'est pas considéré comme kitniote, mais tout ce qui est de la terre et qui plus ou moins se décline en grains, les haricots, les pois chiches, les trucs comme ça, les pois, donc les petits pois, du coup même, donc c'est énormément de produits comme ça qui par association vont être interdits dans ces communautés ashkénazes parce que, alors il y avait des raisons, alors même si ça a été tellement ancré de manière très forte que aujourd'hui, on dit même qu'un Ashkénaze qui voudrait faire en quelque sorte Atarat Nedarim, faire l'annulation des vœux, n'est pas en mesure à son niveau individuel de se détacher de cette règle qui est ancrée dans sa communauté. En revanche, ça existe aussi dans le monde séfarade. Il y a des communautés, même tunisiennes, qui ne diabolisaient pas les kitniotes en soi, mais selon leur forme. C'est-à-dire que des haricots secs, non. Haricots verts, non. Des haricots frais, des flageolets, oui. Parce que dans les légumes frais, il n'y avait pas cette crainte, il n'y avait pas ces mêmes conditionnements, etc. Bien sûr. Alors que, donc on n'a pas, entre guillemets, interdit le haricot, mais c'est sa forme problématique, le fait qu'il soit sec, donc qu'il soit dans les mêmes sacs, qu'il soit dans des conditions qui peuvent mettre, encore une fois, augmenter les risques de contamination sur lesquels certains encore une fois, ont pris des précautions. Et donc, il y a des communautés qui ne vont pas manger le riz pour les mêmes problèmes de précaution. Et des communautés qui, tout simplement, n'ont pas pris sur eux de ne pas manger le riz. Un Tunisien ne se permet pas le riz. Un Marocain se l'interdit. C'est pas pareil. C'est qu'à la base, c'est permis. Dans le Shulchan Aruch, c'est permis. Dans le Talmud, c'est permis. C'est juste que, est-ce que vous êtes d'une communauté qui, traditionnellement, s'est interdit ces choses-là par risque d'association, ou par risque de contamination. Voilà, merci généralement. Là, au moins, on est fixé sur les kitniotes. Le plateau de Seder, on y revient. C'est bon, si on parle du plateau de Seder. Alors, le plateau du Seder, il est cité dans le Talmud. Il y a quoi comme ingrédient à l'intérieur de ce plateau de Seder ? Alors, traditionnellement, aujourd'hui, nous avons évidemment les matzot, et je précise shmurot. Les matzot shmurot, c'est l'élément essentiel. Donc les matzot shmurot, c'est quoi ? Ce sont des matzot, bien entendu, à l'eau, pas des matzot aromatisés en tout genre, mais en plus, qui ont été surveillées, suivies depuis la cueillette des grains jusqu'au moment de la mouture du grain, jusqu'au moment du pétrissage et à toutes les étapes. Elles ont été fabriquées dans l'intention d'accomplir avec la mitzvah, l'obligation religieuse de manger de la matzah le soir de Pessah. Il y a une obligation de manger la matzah donc la veille du Seder, et pour cela nous avons besoin de matzot shmurot. Les matzot, tout simplement, même à l'eau, mais classiques, ne peuvent pas être utilisées pour accomplir cette mitzvah parce qu'elles n'ont, d'abord, pour des raisons aussi, elles ne sont pas surveillées à partir de la même étape. C'est un peu plus long à développer. Et aussi, elles n'ont pas été faites, elles sont pas dans le but d'accomplir la mitzvah, donc elles n'ont pas cette surveillance, cette précaution. Et donc les matzot shmurot, qu'elles soient faites
à la main, et a priori c'est ce qu'on préconise évidemment, parce que pour qu'il y ait une intention, il faut qu'il y ait une intervention humaine, directe, mécanique, et pas juste un bouton qui est appuyé et après qui se fait par automatisme par une machine. Et si on n'en a pas d'autres, et si on n'a pas d'autre choix, des matzot shumurot, machines, qui, elles aussi, ont au moins les mêmes précautions ont été prises les concernant dans leur fabrication. Elles ont été faites aussi en vue de la mitzvah, au moment où on appuie, en tout cas où on manipule l'appareil. Et après, en revanche, c'est automatisé. Ça, c'est l'élément central. Si je ne devais parler que d'un élément, c'est lui. Ce n'est pas pour rien qu'on commence en disant Ah, l'Ahmania, voici le panier. On donne le ton. C'est ça. Notre soirée va tourner autour de cette galette. Tout tourne autour de ça. Le reste, c'est du contexte. Le reste, c'est pour amplifier les 4 coupes, etc. Mais c'est ça. C'est ça et c'est ça notre seule obligation thoraïque que nous ayons aujourd'hui, parce que nous n'avons plus le sacrifice, l'agneau pascal, nous n'avons plus le korban Pessah, nous n'avons plus l'obligation. On va parler maintenant du maror. Alors, deuxième élément. On arrive déjà presque à la fin du journal communautaire, ça va très vite. Ah ouais. Ça va très vite. Alors, Pessah, c'est long. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, le maror, évidemment, ce sont les herbes amères. Oui. Alors là aussi, nous avons le réfort souvent dans le monde ashkénaze. Dans le monde séfarade, on est plus sur la laitue romaine, oui, à condition que nous soyons en mesure de bien la vérifier par rapport aux bêtes qui l'infestent. Et si nous n'avons pas la possibilité de garantir cela, eh bien, on oriente les gens plutôt vers des endives qui sont beaucoup plus faciles à gérer, qui ont aussi de l'amertume et qui sont beaucoup moins infestées que de la salade romaine. Pour accompagner ce maror, il y a le charoset, cette fameuse pâte de dattes, pommes, grains, noix, des noisettes. Chacun a plus ou moins une recette. J'en fais même une confiture le matin pour le à la base, c'était pour atténuer l'amertume qui était vraiment violente. À l'époque du Talmud, on parle du Maroc comme étant un truc assez violent, quoi, assez punchy. Et il fallait vraiment que le charoset atténue ça pour ne pas que ce soit quasi toxique, quasi nocif. Donc il y a encore une fois ce charoset. À part les matzot, le charoset et le maror, il y a aussi le karpas qui en fait, alors nous on prend le céleri généralement, mais après je sais pas, je crois qu'il y a des usages un peu différents, ça va prendre du radis, c'est une crudité. En gros, une crudité qui n'est pas la même crudité que le maror, a priori, d'accord. Donc du céleri, un autre qu'on va tremper donc dans l'eau salée. L'eau salée ne fait pas partie du plateau. C'est une coutume. Non, elle est nécessaire, mais elle n'est pas dans le plateau. Ok. Alors, elle ne fait pas partie du plateau lui-même. Elle va accompagner ce céleri ou ce légume sans pour autant faire partie, encore une fois, de la composition du plateau. Et nous avons ces 2 plats cuisinés. Dans le Talmud, on parle de 2 plats cuisinés. C'est-à-dire, et nous, on a l'habitude de quoi? De mettre le zroa, donc une épaule d'agneau. D'accord. Lorsque c'est possible. Et un œuf dur. Alors, je précise, parce que justement, on l'a vu un petit peu cette semaine, la semaine dernière encore, c'est quand on a fait ça dans le Talmud. Si vous n'avez pas d'épaule d'agneau, mettez un bout de viande, ne mettez pas un os. Okay. Des fois, les gens mettent un os parce que pour eux, on va dire que l'important, c'est qu'il y ait un plat. C'est qu'il y ait un plat cuisiné, comestible. C'est pas la symbolique de l'épaule, de l'os. Elle ne vient que pour amplifier l'idée de ce plat cuisiné qu'on met ici. Mais en revanche, voilà, si je pouvais vous dire juste cette dernière recommandation, un os, oui, mais avec de la viande ou un autre plat sans os. Magnifique, grave, ça va. Je passerai un long moment vraiment à discuter avec vous. Je pense qu'on peut vous retrouver dans votre synagogue, à la synagogue Breteuil, où vous donnez justement des cours tous les jours. Vous apportez donc des informations sur la préparation de ces fêtes de Pessah et évidemment, bien pour tous les nombreux offices que vous nous offrez avec cette magnifique voix qui résonne dans cette belle synagogue. Merci Rav Saba. Merci à vous. On va souhaiter donc de belles fêtes. Pessah Kashav Sameach. Exactement. Voilà, et que tout le monde, si Dieu veut, soit prêt à être surpris cette année. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes le vendredi 31 mars, que la paracha c'est Tzav et que Shabbat entre à 19h45 et sort à 20h48. Je vous souhaite à vous tous un très très grand Shabbat Shalom. À la semaine prochaine dans le journal communautaire.